Now, our godfather for this year's conference, he is a senior certified project manager. Comme effet, au plan effet économique, on a une forte progression des exportations. Nous avons les questions de dégradation de la terre. Quelles sont selon vous les barrières accélérer les deux au Cameroun? Notre premier plaidoyer porte sur la localisation. Quels sont les mécanismes de Il y a un gouvernance? problème de cohérence entre les administrations. Parfois, vous allez... un joint venture entre le PMI et le Green Project budget à l'Assemblée avec à la base. Aujourd'hui, nous faisons le suivi et évaluation des projets, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de problèmes à la Nous base. avons À la un portefeuille constitué de plusieurs projets. Et nous mettons vraiment l'accent. It is my great honor to welcome you to the 2025 edition of our annual conference. We are grateful for your presence here today. It is my honor to introduce our Master of Ceremony. The voice, Gemma, is a dynamic media personality, presenter, and an MC with a passion for amplifying stories of the African creators, innovators, and entrepreneurs. Gemma, you have the floor. Hello. Good things happen. Good things happen. Thank you. Distinguished guests, delectable speakers, members of PMI Cameroon, ladies and gentlemen, welcome to Project Management Institute Annual Conference 2025. Now, as we open today's conversation under the powerful theme of resilience amid instability and international challenges towards a sustainable and inclusive development by 2035, which translates to résilience face à l'instabilité et aux défis internationaux pour un développement durable et inclusif à l'horizon 2035. Now, I don't want you to leave here empty. I want you to take as much as you can get, connect with people, ask questions. There's going to be a whole period for that. Ask questions that are relevant. Have conversations with people so that when you are leaving here, you know that you came for something in particular. It is such an honor to serve as your MC for today. Once again, I am the Voice Gemma, and we are going to be having a great time, and I hope you'd enjoy the process with me. Now, our godfather for this year's conference, he is a senior certified project manager, senior specialist in corporate strategy, business intelligence and innovation, lead auditor, quality and management, development planning and evaluation. Over 15 years experience of business excellence, holding key functions like the Director of Strategy and Project, Chief Audit Executive, Program Coordinator, Project Planner for Planning, Senior Manager, Research and Development, Company Secretary Advisor to CEO and Chairman of the Board, Senior Expert Consultant. Now, in 2010, he was among the pioneer volunteers in the creation of PMI Cameroon chapter. Over the years, he has coached over 200 candidates in study groups across Africa, preparing for PMP certification. He has authored several articles published in national and international journals, notably PM Today, edited by the PMI. Also, he has been a prominent speaker in regional events across Africa. With a wide industry expertise including aviation and airline, audit, health, security, and energy, commerce, sectoral policy development, and poverty alleviation, agriculture, engineering, and e-banking, and human capital development. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, join me as we welcome none other than Mr. Martin Madiba Ebonge, le parrain de cette conférence.
Good afternoon. Welcome to the annual Project Management Conference Cameroon chapter. A while ago, it was said here, good things happen to you when you join the PMI. This phrase is as old as 1969. I discovered this phrase in 2008 when I got into project management. And I can tell you on this short welcome note that in reality, good things happen to you when you join the PMI. The theme here is about resilience. And for us to talk of resilience, it's important for us to look at it from a triple dimension and understand the link we have with the PMI. We've taken here three different aspects: innovation, economic growth, innovation, and then the number of certified PM. We've looked at it from three different angles, three different environments. The first environment is the international environment. The second environment is the African environment. And then the third environment is French-speaking African environment. Now, this is the world ranking of economic growth. And as you can see, you have United States, China, Germany, Japan, India, and so on, according to the World Bank. Then according to WIPO, which is the World Intellectual Property Organization, you have the whole world rated by innovation. And there again, you find China, you find United States, Japan, Korea, Germany, and so on. So you can already have a clear link that economic growth is highly related to your capacity to innovate, your capacity to improve, your capacity to resist, your capacity to adapt. And then you go forward. You look at the number of certified PM professionals in the world. Then you realize again that China comes first, United States comes second, Canada follows, and so on. There you are talking of statistics of the PMI. Here you are talking of statistics of World International Intellectual Property Organization. And here you are talking of statistics of the World Bank. But when you compute the three, you realize that there's a link. Now, at the African level, here again, we realize at the African level, you have economic growth. South Africa, Egypt, Algeria, Nigeria, Morocco, Kenya, and so on. When you look at innovation, which is just about resilience, you find Algeria, South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, almost the same classification. But what is the secret behind? Look at the number of PM certified, statistics from the PMI. There again, you find almost the same classification. Go to the third and the last slide. You come to sub-Saharan French Africa. Economic growth, according to the World Bank. Ivory Coast, Cameroon, DRC, Senegal, Mali. When you want to talk of innovation, you have Ivory Coast, Cameroon, Senegal, Burkina Faso, Benin, almost the same classification. Look at the number of certified professionals. There again, you have the same link. What does this mean? It means you cannot talk of growth if you don't talk of resilience. You cannot talk of resilience if you don't talk of project management. Be it at the international level, be it at the African level, be it at the Cameroon level, and even if we had the time to do it for the Central African level, CEMAC states the statistics are the same. So you can now understand why you being here is the best decision you can make for yourself. I made this decision in 2008. You being here is the best thing that is happening to you at the end of this year. If you are already involved, get more involved. If you are not yet involved, get quickly involved. That was my short welcome note. I didn't want to make a speech. I'm a technician, I'm a practitioner, I build. Thank you.
Now, without much further ado, I'm going to introduce the moderator for our first panel. Elle est une stratège en innovation et chef de projet certifié passionnée par le développement des organisations et des talents en Afrique. Fondatrice de Brainiac, elle accompagne les entreprises, entrepreneurs et institutions dans la structuration de leurs stratégies, la création de solutions innovantes et la transformation de leurs équipes. Elle occupe actuellement la fonction de vice-président membership de PMI Cameroun, où elle contribue activement au développement de la communauté des professionnels du management du projet. Ladies and gentlemen, join me as I welcome the Vice President in charge of membership, none other than Marie-Noëlla Tetka. Let's put our hands together as she makes her way here. Please keep clapping till she gets here. Bonsoir à tous et bienvenue. Ça fait plaisir de vous accueillir ici ce soir pour notre rendez-vous annuel, le rendez-vous annuel du PMI Cameroun. Je me sens très honorée d'ailleurs de modérer une discussion autour de deux experts quand même. Deux experts qui vont nous faire part des trajectoires et des défis que le Cameroun a traversés durant ces dernières années. Alors, sans plus tarder, je vais présenter le premier expert, qui est un chercheur, un expert en planification, en suivi et évaluation. Il est avec nous ce soir pour échanger sur les trajectoires et les défis du Cameroun durant ces 60 dernières années. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Perrier Fouelefak. On ne pourrait pas faire l'état du développement du Cameroun sans parler des objectifs de développement durable, des ODD. Et qui pourrait mieux nous parler de ça qu'un cadre, un expert, un économiste du secteur des Nations Unies? Qui de mieux? Alors, le second panéliste, c'est justement un économiste, un expert, un acteur qui participe fort, qui contribue chaque jour à l'accomplissement des ODD au Cameroun. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Ariel Afana. Chacun nous présentera la vision, pas la vision, mais l'histoire, les trajectoires, selon son expertise. Monsieur Fouelefak, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. Alors, slide, on va aller sans plus tarder donc sur la première phase. Alors, la première phase, elle va de 1946 à 1959, juste avant les années de l'indépendance. Au Cameroun, les priorités sont connues. Il s'agira de sécuriser les approvisionnements, accroître les exportations agricoles et stabiliser le territoire. Et pour cela, on va adosser tout cela sur une administration centralisée. Les décisions sont prises depuis Paris. Le modèle économique ici là, va beaucoup... il s'agit essentiellement de produits pour la métropole. Alors, comme orientation stratégique, donc, sur la base donc, de ce modèle, il y a les filières cacao, café, coton, bois qui vont connaître une expansion. Le territoire, les axes d'extraction et le territoire organisé justement autour des axes d'extraction et de transport. On a les routes, les rails et les ports de Douala notamment qui seront modernisés, renforcés pour justement faciliter le transport des marchandises. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme effet? Au plan effet économique, on a une forte progression des exportations, une monétarisation croissante de l'économie, une amélioration de la connectivité territoriale à travers ces infrastructures.
Effets sociaux, il y a un début d'urbanisation à Douala et à Yaoundé, la constitution d'une élite administrative, accès encore limité cependant, mais progressif à l'école et aux soins. Alors, impact structurel, l'installation durable d'une économie extravertie, au profit de la métropole bien sûr, aucune industrie, dualité régionale, parce qu'on a l'impression que le nord est puisque la plupart des produits viennent du sud, on a l'impression que le nord est marginalisé et le fondement d'un État administratif et non productif est constaté. Là, c'est la première phase. Nous allons entrer dans la deuxième phase qui va donc de 1960 à 1987. 1986, bon, voilà. Donc, nous avons ici surtout affaire à un État développeur qui commence à comprendre un peu les enjeux de l'industrialisation par substitution aux importations. Donc, c'est une phase d'optimisme économique avec un État fort, une planification centralisée et une vision de rattrapage industriel. Le contexte, c'est celui justement de la montée du discours tiers-mondiste pro-État, la découverte et l'exploitation du pétrole dès la fin des années 70, ce qui augmente un peu les ressources budgétaires de l'État, l'influence des modèles d'industrialisation latino-américains. Le modèle économique ici, là, combine une approche structuraliste et des fondements macroéconomiques keynésiens, un État moteur de l'industrialisation, développement des infrastructures et des services sociaux, le protectionnisme industriel à travers les tarifs douaniers, quotas, licences d'importation. Alors, comme orientation, il faut construire une industrialisation nationale autonome, réduire la dépendance qui avait été observée dans la première phase, renforcer le rôle productif de l'État, moderniser l'agriculture, développer les infrastructures et étendre l'accès aux services sociaux. On a donc un développement industriel qui ouvre la voie à la création des entreprises publiques industrielles, une protection du marché intérieur. Sur le plan de l'agriculture et rurale, ce qu'on va observer, c'est donc effectivement les caisses de stabilisation. Les infrastructures également seront à l'ordre du jour. Et on va observer aussi une extension rapide des services sociaux. Alors, comme effet économique, la croissance forte, vous voyez bien que là, le taux de croissance va plus vite que sur la première période. Limite, trop d'endettement. C'est ça le problème avec ce modèle-ci. Une forte dépendance pétrolière, la corruption, la gestion bureaucratique, la faible productivité, la protection excessive, les déséquilibres régionaux persistants, un manque d'innovation technologique et une faible valeur ajoutée industrielle. Alors, on y va avec la phase 3. Nous en avons 6 phases. Nous sommes là déjà à la 3e. La crise économique et ajustement structurel, c'est ce qui va caractériser cette phase-là. On a l'environnement international est marqué justement par la chute des recettes pétrolières. Même au niveau des filières, nos filières de production d'agriculture de rente, on va observer donc une chute, ce qui va donc forcément diminuer nos devises. Résultats obtenus au plan macroéconomique, bon, on a essayé d'aller dans le sens de ce que les Washington voulait, la stabilisation progressive, maîtrise de l'inflation, ça c'est bon, les critères de convergence sont respectés, l'assainissement bancaire et budgétaire. Sur le plan effets sociaux négatifs, évidemment, la pauvreté s'est accrue. Il y a eu une explosion du chômage qui prend la forme aussi du sous-emploi. Nous avons une absence de stratégie industrielle et donc cette réduction des salaires publics qui a fait tant de mal aux familles, aux ménages camerounais. Nous avons la 4e phase. Nous sommes là dans la phase où on observe en fait de plus en plus l'État qui reprend la main. Le modèle sera un modèle néo-structuraliste. Le principe fondamental, l'État justement devient régulateur, l'investisseur social, l'arbitre de la gouvernance. Il joue son rôle, rien ne lui est imposé, c'est lui qui pense, qui est au volant. Voilà, donc, orientation stratégique, c'est assez connu. Hein. Nous sommes dans la réduction de la pauvreté et on sait ce qu'il faut faire pour réduire la pauvreté.
surtout la relance des investissements dans le développement rural. Donc, parce qu'on sait que la pauvreté est un phénomène essentiellement rural au Cameroun. Les réformes macroéconomiques vont être entreprises. Il s'agira notamment d'améliorer la gestion budgétaire, de stabiliser le cadre macroéconomique via la facilité de réduction de la pauvreté. Les investissements sociaux vont être densifiés, donc on va connaître beaucoup de programmes d'éducation et des programmes de santé. Le résultat est visible. On est passé de 3,5% à 4,2% de taux de croissance annuel. L'inflation demeure toutefois, même si la dette publique a été fortement réduite. L'impact social, on a la pauvreté qui va connaître une légère baisse, d'après les statistiques de l'INS. La scolarisation primaire aussi qui va un peu augmenter. Les limites, il y a eu des limites, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas dans un monde parfait. On n'a pas le chômage, la faible création d'emplois décents. Les dépenses sociales demeurent insuffisantes au regard de la démographie. Phase 5, dans l'avant-dernière phase, croissance et emploi, première phase opérationnelle de la vision 2035. Le contexte, justement, c'est qu'il faut finir donc avec... c'est la fin des avantages qu'on avait aussi avec le PPTE. Les croissances encore modérées, la pression démographique demeure et la pauvreté encore reste élevée. Il faut surtout regarder le rôle de l'État ici, qui devient un investisseur stratégique. OK, orientation stratégique, on a relancer fortement la croissance, parce qu'il faut, pour résoudre la pauvreté, il faut déjà des revenus, il faut déjà qu'on produise, donc il faut relancer fortement la croissance, construire les infrastructures structurantes. Les travaux vont accélérer sur le port autonome de Kribi et le Douala va davantage être modernisé. Politique mise en œuvre, toujours là, nous sommes sur le développement rural et l'agriculture. On va désenclaver les bassins de production, appui aux coopératives et aux GIC, investissement hydro-agricole, ça aussi ce sera fait. Gouvernance économique et modernisation, c'est des choses sur lesquelles les rapports économiques, d'ailleurs, au niveau du Minepat, reviennent très souvent. Les réformes sur le guichet unique, la digitalisation fiscale et douanière, la mise en œuvre du budget programme, la modernisation des finances publiques, l'accélération du processus de décentralisation, de la transparence et des processus de passation de marché. Alors, comme résultat, résultat? Alors, effet macroéconomique, on a une croissance moyenne de 4,5%, même si ça restait en deçà des prévisions, parce qu'il était question sur cette période, c'est de passer à une croissance à 2 chiffres. Inflation maîtrisée tout de même, investissement public élevé, l'amélioration progressive des recettes fiscales. Alors, limite, nous avons donc une transformation productive insuffisante, malgré tout ce qui a été fait, faible transformation locale, effet d'entraînement limité, le poids de la dette qui s'est renforcé, la soutenabilité macroéconomique qui s'est fragilisée. Alors, au niveau de modèle économique, on va constater qu'il est assez limité. Donc, on va engager donc avec la dernière phase sur qui est la phase dans laquelle nous sommes actuellement, la transformation structurelle de l'économie, développement humain et amélioration de la gouvernance. Ici, je n'aurais peut-être pas grand-chose à dire parce que là, nous sommes dans l'ère du temps et c'est ce que nous entendons tous à la radio. Nous entendons parler de la SND 30. Le modèle est un modèle un peu rénové pour adresser les lacunes qui ont été, parce que pour arriver à la SND 30, on a commencé par observer quelles étaient les lacunes, les faiblesses du DSE. Et justement, on a essayé de compléter, l'objectif étant l'industrialisation et compétitivité à l'horizon 2030. Qu'est-ce qu'on retient finalement de ces 60 ans de développement marqués du Cameroun? On reste toujours, ça a toujours été une affaire d'extraversion persistante, toujours une affaire d'industrialisation inachevée, toujours une affaire de déficit structurel persistant, un cycle répété, croissance, crise, ajustement. D'ailleurs, on va encore bientôt entrer dans un autre cycle d'ajustement structurel. Un poids structurel élevé de l'informalité, c'est toujours le même, c'est toujours ce qui va être observé d'un bout à l'autre. Une gouvernance institutionnelle pas assez coordonnée, bon, mais une capacité de résilience tout de même. Et ce que nous pouvons dire, si nous voulons aller plus loin, dernier slide, c'est de dire, bon, évidemment, c'est ce qui a été observé. Si nous voulons aller plus loin, voilà ce qu'il faut faire.
c'est toujours la compétitivité qui soit au cœur de l'action, l'agriculture évidemment, et profiter de la ZLF-CAF et des opportunités régionales. Un État vraiment stratège, développeur et surtout gagner la bataille des talents. Je vous remercie. Sans plus tarder, on va passer à la présentation de l'évaluation des ODD pour le Cameroun. Donc, Monsieur Ariel, vous avez la parole. Ma présentation, elle va consister un peu à aller dans le sens de mon prédécesseur, mais vraiment me focaliser sur les objectifs de développement durable. Pour dire quoi? Slide, s'il vous plaît. Pour dire que, au début, il y a eu un focus sur les objectifs du millénaire pour le développement sur la période allant de 2000 jusqu'à 2015. Et l'accent était davantage mis sur la pauvreté, sur la réduction de la mortalité infantile, la mortalité maternelle, sur les questions de santé et d'éducation. Parce qu'à ce moment-là, comme le prédécesseur l'a montré, il y avait vraiment des signaux négatifs sur ces aspects. On a vu que tout à l'heure que la pauvreté a été à un niveau très élevé au Cameroun. Et si vous regardez un peu les indicateurs de l'enquête EDS, vous allez vous rendre compte que ces indicateurs étaient un peu rouges. Mais on s'est rendu compte que les objectifs du millénaire pour le développement avaient des limites. Face à ces insuffisances, les pays du monde entier se sont réunis autour d'un cadre commun qu'on appelle le programme de développement 2030, ou bien l'agenda 2030. Les nations, slide s'il vous plaît. Donc, c'est une vision vraiment qui est ambitieuse et universelle, qui intègre 17 objectifs de développement durable. Et il y a une vision qui a été définie dans ce cadre. Il y a des dispositifs de suivi et évaluation qui sont mis en place à plusieurs niveaux. Slide suivant. Alors, les ODD, on peut les regrouper de manière générale en 5 piliers. Vous avez les piliers sur les questions de peuple. Il y a le pilier 2 qui, lui, il a créé à la prospérité. Il y a ensuite le pilier sur la paix. C'est un pilier que nous savons tous crucial si on veut un développement qui soit résilient, inclusif et durable. Il y a la question du partenariat. Le multilatéralisme accuse un peu quelques soubresauts avec toutes les crises que nous observons. Nous avons traversé la Covid-19 et Dieu seul sait que ça a été une période très difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aussi, nous avons les questions de dégradation de la planète. La dégradation de la planète dans le sens que si nous voulons produire durablement, c'est-à-dire si nous voulons atteindre un taux de croissance de 5,5% comme il a dit, sur l'horizon de la SND 30, et que ce taux de croissance crée des emplois, qu'il apporte une production, nous devons nous rassurer que cette production n'a pas un effet négatif sur notre environnement. Mais la question de durabilité intègre aussi les problématiques de ville durable. Donc les ODD, c'est ce cadre commun-là qui intègre ces thématiques. Diapo suivant. Donc, au niveau du pays, il y a un dispositif qui est mis sur pied. Nous, les Nations Unies, nous accompagnons le gouvernement pour le suivi des ODD au Cameroun. Et je voudrais, d'entrée de jeu, dire que en 2023, il y a eu le deuxième sommet sur les ODD. Et on s'est rendu compte que les progrès vers les ODD dans le monde entier sont encore très lents. Et donc, si davantage la politique est portée par le gouvernement, mais nous en appelons à ce que tous les acteurs de la société s'impliquent davantage. Et donc, les ODD, en fait, sont alignés aux objectifs de la SND 30. Hein. Si vous regardez un peu la SND 30, la stratégie nationale de développement du Cameroun, vous allez voir qu'on a des objectifs en termes de croissance. Hein. Le pays voudrait créer les conditions pour une croissance inclusive et puis pour une prospérité partagée. Alors, après les objectifs du millénaire pour le développement, qui, je le disais, ont eu cours entre la période de 2000 à 2015, il y a eu la date de 2015 là, où le programme 2030 a été adopté. Au niveau du pays, en 2017, il y a eu des assises pour contextualiser les ODD.
Parce que les ODD, c'est quoi? Les ODD, c'est 17 objectifs, mais c'est aussi 169 cibles et 244 indicateurs. Et vous comprendrez qu'il était quasiment impossible pour le Cameroun de dire qu'il va suivre tous les indicateurs. Donc le Cameroun a décidé de se focaliser sur un certain nombre d'indicateurs contextualisés pour avoir un suivi régulier de ces indicateurs-là. Ça a été fait en 2017. En 2022, il y a eu l'intégration des ODD dans la SND30, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Maintenant, au niveau des évaluations qui ont eu cours au pays, nous avons eu 2 évaluations nationales volontaires, on appelle ça les VNR. Si vous tapez sur Internet VNR, vous allez pouvoir trouver ces rapports-là. En 2023, le Cameroun a pris part au 2e sommet des ODD au niveau de New York, où il a vraiment porté sa voix. Et puis, au niveau pays, nous avons entrepris avec les Nations Unies et le MINEPAT et les partenaires, la revue à mi-parcours des ODD au Cameroun. Regardez un peu ce tableau. En 2016, l'indice de développement des ODD au Cameroun était de 46,3%. En 2025, cet indice est situé à 57,81%. Ce qui montre qu'il y a quand même des efforts, non? Il y a quand même une avancée. N'est-ce pas? Le tableau n'est pas rouge, hein? C'est quand même des efforts qui sont notoires. Mais maintenant, ce que nous observons, c'est que il y a quand même encore des ODD qui tardent à se réaliser. Partout, vous voyez le rouge là sur le tableau, c'est les ODD où il faut davantage mettre l'effort. Partout, il y a le vert, c'est-à-dire consommation et production responsable, changement climatique. C'est là où le Cameroun a enregistré des efforts notoires. On peut dire que les progrès sont positifs. Il y a les questions des prix des denrées alimentaires. Chaque fois, on parle de crise aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une crise à l'international, ça se répercute sur les denrées alimentaires. Et les ménages ressentent ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, automatiquement, c'est encore des efforts qu'il faut faire pour réduire la famine et pour réduire la pauvreté. Slide suivant. Sur les questions d'éducation et, je voudrais dire, d'éducation et de santé, il y a beaucoup d'avancées. Il y a vraiment des avancées. Next slide, s'il vous plaît. Maintenant, les questions de prospérité. Alors, il y a l'accès aux services, surtout les questions d'électricité, qui restent à améliorer, mais qui quand même notent une évolution. Il y a la question de l'énergie renouvelable, où le Cameroun a un niveau de part d'énergie renouvelable de l'ordre de 79% dans son portefeuille d'énergie au Cameroun. C'est quand même intéressant. Mais il y a encore des défis qui subsistent. Par exemple, la question du chômage, la question du sous-emploi qui est aujourd'hui à 79%, sous-emploi des jeunes. Next slide. Sur la question du changement climatique, oui, il y a certes des évolutions notables parce que le Cameroun ne pollue pas beaucoup, mais on dit quand même qu'il faut quand même davantage mettre en place des mesures pour l'adaptation au changement climatique. Il faut mettre en place des mesures pour mobiliser des financements climatiques pour le Cameroun. Pour ce qui est de l'ODD 15, ce qui porte sur la vie terrestre, on voit que la superficie forestière occupe 47% au Cameroun. C'est bien, ça veut dire que le Cameroun a encore un bon couvert forestier et il faut le protéger. Sur la question de l'état civil, qui est une question aujourd'hui importante, où il faudrait vraiment améliorer l'accès, surtout des enfants, à l'identité légale. Et on se rend compte que 69% des enfants de moins de 5 ans possèdent des actes de naissance. Et c'est encore des disparités au niveau régional, surtout dans la zone du septentrion. Il faut davantage mettre les efforts. Donc, en guise de recommandation, je voudrais déjà insister sur la nécessité de mobiliser et aligner les financements sur les ODD. Parce que tous ces indicateurs que nous avons présentés là, en fait, c'est des indicateurs qui ne peuvent être atteints si les gens sont conscients de leur portée. Et si les politiques, que ce soit les politiques publiques, que ce soit les politiques étrangères, permettent d'aligner les financements pour les ODD. Oui, l'investissement sur le capital humain, c'est pourquoi je disais que les formations comme le PMI Institute sont importantes, parce que pour pouvoir atteindre la croissance qui est voulue pour le Cameroun, pour pouvoir atteindre les objectifs et les ODD, il faut mettre l'accent sur l'éducation, sur la santé, sur la formation,
sur la protection sociale. Également la jeunesse. La jeunesse, elle est cruciale. Parce que c'est la jeunesse qui innove. C'est la jeunesse qui est éduquée, qu'il faut former. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez le profit du dividende démographique qui est important pour le Cameroun pour pouvoir atteindre les ODD. Enfin, il y a la budgétisation sensible aux ODD et puis un plaidoyer pour les données. Parce que nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on essaie d'évaluer un peu la mise en œuvre des ODD au Cameroun, il y a un problème de données. Le PNUD, c'est cette organisation-là qui a un portefeuille subdivisé en 3 piliers. Nous avons un pilier où nous adressons les questions de croissance inclusive, transformatrice et durable, avec plusieurs projets. Nous avons un autre pilier pour les questions de gouvernance, un pilier aussi sur les questions de durabilité environnementale. Et nous travaillons de manière synergique, en collaboration avec le gouvernement et tous les partenaires de développement. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec vous. Et donc, je voudrais terminer mon propos en indiquant ces 3 publications. Il y a eu le rapport sur le Sustainable Development Report qui vient d'être publié. Il y a le rapport sur le développement humain 2025 du PNUD qui a fait un focus sur l'intelligence artificielle. Vous pourrez avoir ce rapport. Et puis, il y a le rapport sur la pauvreté multidimensionnelle qui vient également d'être publié. Donc, c'est des rapports comme ça là, qui servent pour nous de plaidoyer pour que les pays mettent davantage les efforts sur les ODD. Je vous remercie. Quelles sont, selon vous, de votre expertise, les barrières opérationnelles que nous pouvons mettre sur pied pour accélérer les ODD, tant au niveau territorial que décentralisé? Pour pouvoir accélérer les ODD au Cameroun, notre premier plaidoyer porte sur la localisation des ODD. C'est-à-dire que concrètement, il est important que les collectivités territoriales décentralisées puissent intégrer les ODD dans leur plan de développement. Ensuite, l'accélération des ODD passe par un certain nombre de cibles aussi importantes. Je disais tantôt que nous avons eu à faire des études et certains accélérateurs des ODD sont avérés cruciaux, notamment la question de l'égalité des genres. La question de l'égalité des genres aujourd'hui montre que si on intègre à la fois les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants, dans la mise en œuvre des ODD, la mise en œuvre des objectifs de développement, ça va permettre d'accélérer les ODD. Il y a aussi la question du partenariat. Parce que je disais tantôt que les ODD souffrent aujourd'hui d'un problème de financement. Il y a un problème de financement. Si vous évaluez par exemple la SND30, vous allez vous rendre compte que la SND30 nécessite beaucoup de financement. Et donc, les ODD demandent à ce qu'on innove, qu'on utilise les ressources nationales domestiques, que le secteur privé puisse participer à la mise en œuvre. Quels sont les mécanismes de gouvernance ou alors, je dirais, d'institutions qui sont encore un peu limitants aujourd'hui pour traduire les politiques et des résultats concrets? Déjà, il y a un problème de cohérence entre les administrations. Parfois, vous allez vous rendre compte que pour un même problème, plusieurs administrations sont concernées. Et ça pose justement le problème, parfois on dit parfois des doublons, parce que plusieurs personnes sont interpellées par le sujet. Il y a aussi, de mon point de vue, le train de vie de l'État, qui me semble aussi être un problème de gouvernance, qui a ses repères sur d'autres capacités à nous développer. Si rien n'est fait pour corriger le train de vie de l'État qui absorbe suffisamment le budget de fonctionnement de l'État, si rien n'est fait, donc on risque de répéter les mêmes échecs qui avaient été constatés dans le cadre de la mise en œuvre de la SND30, du DSE. Quelles sont, selon vous, les opportunités oubliées et quelles sont les priorités immédiates que vous pourriez recommander? À Mankomo, actuellement, se tient un atelier d'examen, d'appropriation, de relecture, de mise en forme donc, de ce rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la SND30. Oui, le constat du gap entre ce qui est
ce qui était la cible et le parcours qui a été fait nous a conduit donc à demander aux différents sectoriels d'élaborer des initiatives transformatrices dans leur secteur. Je crois que ça a été fait et on peut espérer peut-être que la première phase d'expérimentation donc sera dans l'année 2026. On peut s'attendre à ce que ces initiatives transformatrices arrivent justement à changer la trajectoire ou alors à nous remettre sur la trajectoire de départ. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de financement, mais selon vous, quels sont les instruments financiers publics, privés, partenariats qui sont prioritaires? Premièrement, le budget de l'État, c'est une première source de financement des ODD, mais à condition que ce budget soit aligné aux ODD. Si vous ne faites pas cet alignement, vous perdez de vue que l'atteinte des indicateurs des ODD à l'horizon 2030 est conditionnée par le financement sur la base de politiques publiques cohérentes. Par ailleurs, le secteur privé a été appelé à plusieurs reprises à financer les ODD. Il y a eu le Global Compact des Nations Unies en 2023 qui est un peu ce cadre-là qui structure les principes qui peuvent guider l'implication du secteur privé sur les ODD. Et quand je dis secteur privé, c'est tout ce qui est financement bancaire, investissement, toutes les sources de capitaux dont le secteur privé dispose. Mais à condition que ce secteur privé soit accompagné dans un cadre bien réglementé. Nous allons tout de suite passer à la série de questions-réponses. On va prendre une série de 3 questions pour démarrer. Oui. Récemment, il y a eu un joint venture entre le PMI et le Green Project Management. Donc, à l'issue de cela, il y a une nouvelle certification qui a été mise sur pied. Ça s'appelle le Green Project Management. Le PNUD, est-ce qu'ils sont informés de ces changements en fait, qu'il y a sur le plan international en termes, on va dire quoi, de Green Project Management? On va prendre la seconde question. Une dame peut-être. Oui. Le Cameroun vient de faire adopter son budget à l'Assemblée avec un montant, je pense, d'un peu plus de 8 000 milliards. Voilà, je voudrais savoir quelle est la part dans ce budget, quelle est la part allouée à la réalisation des programmes et des projets structurants qui vont permettre de réaliser la stratégie SND 30. Et également, quelle est l'évaluation qu'on a faite des projets démarrés antérieurement et leur impact sur le niveau d'exécution de la stratégie? Dernière question. Ma question est sur 2 pans. Est-ce que tout le monde au Cameroun, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour pouvoir vulgariser, dynamiser la question du développement durable à tous les niveaux? Nous sommes dans la comptabilité publique. Nous avons les normes IPSAS qui ne sont toujours pas applicables au secteur public au Cameroun. Qu'est-ce qui est mis en place? La deuxième question repose sur le reporting. Vous avez parlé des communes. Nous travaillons avec les communes, nous recevons leurs projets de financement, leurs demandes de financement. Et je vous assure qu'il est très difficile de voir parfois les composantes de développement durable dans leurs projets. Pourtant, les PCD sont alignés aux ODD. Mais au moment où ils doivent formuler les idées de projet, il est très difficile de pouvoir ressortir des indicateurs qui seront suivis à la base. Aujourd'hui, nous faisons le suivi et évaluation des projets, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de problèmes à la base, à la situation de référence. Au début, est-ce que ces indicateurs ont été identifiés pour, à la fin, au post-suivi, post-investissement, pour pouvoir faire ce suivi-là par les indicateurs? Nous, au niveau du PNUD, nous avons un portefeuille constitué de plusieurs projets. Et nous mettons vraiment l'accent sur l'efficacité stratégique, la qualité des résultats. Et donc, la formation, c'est indispensable pour la qualité des projets. Si le Green Project Management intègre les questions des ODD, c'est très bien. Nous ne pouvons que vous encourager à proposer ce genre de formation
Nous vous remercions vraiment pour tous les efforts que vous faites pour pouvoir intégrer la question des ODD dans les formations du Green Project, les formations PMI. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à votre question. Pour la question de madame, c'est le MINEPAD qui est l'organe du gouvernement qui porte cette question. Les Nations Unies viennent en appui au gouvernement pour le suivi des ODD. Ce que nous avons effectivement observé ces dernières années, c'est que au niveau des indicateurs globaux, comme je l'ai présenté tout à l'heure, le reporting peut être facilement fait. Mais le problème se pose davantage, comme vous l'avez bien indiqué, au niveau local. Lorsque je réfléchis à ce problème, je me dis le problème c'est davantage au niveau du suivi. Au niveau du suivi. C'est-à-dire que le dispositif d'information statistique sur les ODD devrait fonctionner de telle en sorte que il doit avoir une répercussion régulière des outils de suivi des ODD au niveau des projets, au niveau des collectivités territoriales décentralisées. C'est ce qui, pour le moment, je vois qu'il ne marche pas encore vraiment bien au Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai indiqué que il faut davantage mettre l'accent sur la localisation des ODD. C'est un peu l'un des grands constats qui est ressorti à la lumière de l'évaluation à mi-parcours des ODD au Cameroun. On a une carence de données, on a une carence d'intégration et d'alignement des ODD au niveau des politiques locales, au niveau des projets locaux. Pour les Nations Unies, c'est également une priorité. Nous avons plusieurs instruments dont dispose l'État pour financer la politique publique qui résout les problèmes de développement. Mais nous pensons qu'il y a un besoin vraiment d'impliquer tous les acteurs à tous les niveaux, pas seulement les collectivités territoriales décentralisées. Je parle même aussi du secteur privé. Le secteur privé doit jouer un rôle majeur pour les ODD. Nous pensons que si nous travaillons ensemble et que vous continuez à porter le plaidoyer auprès du gouvernement du MINEPAD sur cette question de localisation, nous allons travailler ensemble pour que vraiment nous puissions aligner toutes les sources, tous les partenaires importants qui puissent contribuer aux ODD dans le sens de les atteindre à l'horizon 2030. Merci, M. Afana. Sur la question des outils et des méthodes de suivi des ODD, c'est déjà à ce niveau-là qu'on s'assure que les cibles, les ODD sont déclinés en système de cibles et les cibles, les indicateurs, voir quels sont les indicateurs que le dispositif statistique peut produire. Donc, une fois que ce travail de contextualisation est fait, justement, il y a donc cette unité à travers, et justement, il faut dire qu'il ne peut pas avoir une enquête spécifique ODD. Vous voyez un peu, parce que les données sont disparates. Donc, généralement, il faut fouiller dans les bases de données de EDS, bases de données des CAM, bases de données des ZIP, vraiment dans toute la batterie des enquêtes réalisées par l'INS pour pouvoir renseigner ces indicateurs-là. Donc, il y a un travail véritablement qui est... Donc, et pour ce qui est de la localisation des ODD, vous l'avez déjà reconnu, un travail a été fait, notamment par le PNDP où j'ai également travaillé pendant près de 7 ans, plus de 7 ans. Les populations sont là. Bon, vous avez aussi parlé de la question de la sensibilisation, vulgarisation. Donc justement, quand ces populations étant là, avec l'expert qui est justement souvent recruté pour animer ces assemblées villageoises, là, c'est l'occasion justement pour davantage leur sensibiliser sur ces choses, sur la pertinence, sur l'importance de ces objectifs-là. Donc, au niveau du ProADP, il est question, du moins le ProADP New Look que j'ai laissé avant de partir, il était question d'apprécier la contribution de chaque micro-projet à un ODD précis. Donc, ça fait que dans la configuration, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis parce que j'ai contribué aux travaux de l'élaboration de cet outil. Donc, il était justement question de s'assurer qu'on peut, pour un micro-projet, non pas en plus de le rattacher au bailleur, on peut le rattacher également à un indicateur ODD et voir comment
quelle a été sa contribution justement au thème de la mise en œuvre, comment est-ce qu'il a fait bouger l'indicateur. C'est un travail qui a été fait, je crois que le consultant m'avait déjà livré le travail. Les agents communaux de développement, ceux-là qui initialement avaient été recrutés par le PNDP, après reversés dans la commune. Donc il était question de leur capacité, parce que c'est eux qui allaient porter la mise en œuvre, l'opérationnalisation de cet outil-là au niveau local. Vraiment, la chose était tellement bien pensée, comme Alice au monde des merveilles, mais bon voilà, malheureusement, ça s'est arrêté en chemin. Je ne sais pas si je dois dire que ça s'est arrêté en chemin. Peut-être simplement qu'il n'y a pas eu de financement pour porter, parce qu'il fallait, le pas suivant était vraiment de renforcer les capacités des agents communaux de développement qui à leur tour donc, justement devaient, parce qu'ils étaient considérés comme ceux-là justement qui agissaient dans le champ de développement et qui pouvaient savoir à quel endroit sont les micro-projets, pourquoi est-ce que les micro-projets déjà sont issus du PCD et quels sont les objectifs assignés à ce micro-projet-là, ils sont les mieux placés. Bon, ça n'a pas prospéré, mais un effort a été fait. Peut-être que vous allez prolonger, peut-être capitaliser ça au niveau de FECOM. Madame a aussi posé une question très intéressante, très pertinente sur... en fait, elle s'intéresse à la SND 30 déjà et elle veut savoir la part des projets, des programmes en lien avec la mise en œuvre de la SND 30, la part que représentent les programmes dédiés à la mise en œuvre de la SND 30 en termes de budget dans le budget actuel, le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale. Je dois dire que présenté sous cette forme-là, honnêtement, je n'ai pas de réponse pour vous dire que voici la part qui est dédiée à cela. Mais je peux tout de même vous garantir qu'il y a des processus existent pour s'assurer que dans le budget de l'État, ces programmes, notamment les programmes dédiés à la mise en œuvre de la SND 30, soient pris en compte. Déjà, il faut dire que ces programmes, vous les verrez dans le P2I, vous avez entendu parler, le programme d'imputation initiale. C'est ce programme-là, justement, revient sur tous les programmes structurants, tous les grands projets qui en lien avec la mise en œuvre de la SND 30. Je m'appelle Nkwakizito, je suis ingénieur et président de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil. Et il se trouve que j'ai l'avantage, notamment pour la SND 30, d'être un de ses rédacteurs. Donc tout le volet culture, notamment, je suis le rédacteur. En tout cas, ce qu'on a bien gardé. Le but du jeu ici, en tout cas, excusez-moi, hein, peut-être, vous êtes mes jeunes frères, hein, donc je peux vous le dire, c'est de sensibiliser l'ensemble des participants sur le fait que nos projets, le principe d'un projet, c'est quoi? Un début, une fin. C'est d'abord ça. Vous passez trop de temps dans des développements théoriques. Voyez-vous, ce que les Camerounais veulent, c'est du concret. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons de manière réelle sur le terrain? On a lancé un projet de ceci, on a lancé un projet de cela. Il a démarré à telle date. Il est fini quand? N'est-ce pas? Ce projet n'est pas forcément un projet. Moi, je suis ingénieur civil. Donc, ce n'est pas forcément un projet d'infrastructure. Ça peut être un projet social. Ça peut être un projet dans la... Peu importe, comprenez-vous? Mais, en fait, c'est ça que nous voulons. Et c'est pour ça que la sensibilisation que vous faites, pour moi, est importante et elle est capitale. Effectivement. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des participants doivent retenir que, globalement, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Il y a quand même des gens qui pensent. Maintenant, le vrai défi que nous avons, nous tous, je me mets dedans, c'est simplement comment, de ce que nous avons appris, de ce que nous connaissons, de toutes nos théories, comment concrètement sur le terrain on le traduise en réalité. Voyez-vous, on n'aura pas toutes les réponses ici, mais je pense que le plus important, c'est effectivement qu'on sensibilise l'ensemble des participants. C'est pour ça qu'une fois de plus, je vous remercie d'avoir organisé ce genre d'activités et ce genre donc d'événements. Et je vous encourage à continuer une fois de plus. Et c'est pour ça que mes amis sont là. Soyons plus concrets dans des choses plus concrètes, n'est-ce pas? De manière à ce que, globalement, quand on sort d'ici, on aura des réponses. En tout cas, au moins, chacun dans son fort intérieur aura une réponse. It's my pleasure. My name is Mr. Bawak Takan Marcellus, an economist, former banker, former responsable qualité in the NFC Bank. Actually, we are facing a tremendous change of climate, change of trends. That is from 1946 he started to date.
So given the trend, the issue we have not been succeeding in the different development plans is because in Cameroon, we don't yet have the basic training where we have to include what they call quality management systems in every undertaking, anything that we want to do. I want to give you an example. In Cameroon, we are good in driving cars that cost 140 million per se as of now. And we buy 40 of them, 50 of them. But we don't yet even have people who can just say manage or repair even those cars. The governments prefer to spend money on defending rather than spending money to make projects succeed so that the hungry people will not come to attack and make noise. We have to strategize better. Let us finance the communities and train them very well. When you train them using the quality management systems, I believe that we shall get to our expected objectives. I thank you. Thank you, sir. Thank you. Alors, nous allons clôturer ce panel très intéressant qui avait beaucoup de choses théoriques et concrètes à dire. Et j'espère que cet échange a pu ouvrir les discussions et pourra davantage ouvrir les discussions demain pour la suite où on va passer à la prochaine étape. Je remercie chacun des panélistes pour ces présentations et je vous souhaite une agréable soirée et j'espère pouvoir vous retrouver demain. Merci.